Le discours sur l'état de la nation est donc la seule occasion formelle qui reste au président de la République pour rendre compte au peuple sur les points essentiels qui relèvent des attributs et des pouvoirs que le peuple a dûment confiés au président de la République. Le président de la République aura très particulièrement la tâche ardue d'expliquer au peuple de manière convaincante qu'il assume adéquatement la tâche qui est sa tâche primordiale, de symboliser l'unité nationale, alors que l'entreprise qu'il a mise en chantier d'évacuer unilatéralement la Constitution qu'il a juré solennellement d'observer et de défendre est désormais désacralisée, ce qui met à mal l'unité de notre peuple. Voix multiples se sont élevées pour clamer haut et fort que cette initiative qui est prise par le président de la République n'est pas une initiative salutaire pour notre peuple. Le corridor de Lobito est un projet économique dont le coût estimatif est de plus d'1 milliard de dollars. La Banque africaine de développement finance ce projet à hauteur de 500 millions de dollars, tandis que l'Angola à hauteur de 400 millions de dollars et la RDC à hauteur de 100 millions de dollars. Sur quelle base rationnelle voudrions-nous que le président des États-Unis ait pu choisir de venir pour ce projet à Kinshasa plutôt qu'à Luanda? De toute évidence, le Congo a tout à gagner. Mais lorsque des personnes qui ne mettent simplement les sentiments en avant, ils vous parleront de la voie nationale, ils vous parleront de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la rentabilité économique. Et rassurez-vous, bon, j'ai travaillé pendant longtemps à la Banque mondiale, donc je sais un peu de quoi je parle. Les professeurs qui s'investissent à temps plein dans l'exercice des fonctions politiques se mettent généralement en position de détachement de l'exercice de leurs activités académiques. Cette exigence sert avant tout de garde-fou pour éviter les conflits d'intérêts qui sont très patents, comme c'est dans le cas d'espèces. C'est totalement l'inverse qui se pratique ici chez nous, où des professeurs d'université deviennent des propagandistes professionnels très zélés pour le compte de leur parti politique. Chacun de nous se souvient que les velléités de réviser la Constitution ne datent pas d'aujourd'hui. La Constitution a été effectivement révisée en 2011 pour des raisons purement électoralistes qui n'avaient échappé à personne. En 2015, les velléités de réviser la Constitution avaient suscité des positions tonitruantes radicalement différentes dans les chefs de chacun de mes collègues que vous avez mentionnés. Aujourd'hui, chacun des 10 collègues soutient radicalement le contraire de ce qu'il avait lui-même soutenu contre vents et marées en 2015. Et cette volte-face soulève un problème de crédibilité scientifique fondamental. Parce que en science et dans la science juridique, ce n'est pas un domaine où la vérité peut changer du jour au lendemain. Depuis la loi fondamentale de 1960, la constitution de Luluabourg de 1964, les constitutions dictatoriales du régime du parti-État, les régimes constitutionnels transitoires de 1992, les textes constitutionnels transitoires de 1997 à 2003 et la Constitution actuelle de 2006, ce sont toujours des politiciens qui se coalisent pour produire des constitutions
destinée à vassaliser notre peuple plutôt qu'à l'affranchir du joug du système léopoldien d'oppression et de prédation sous lequel notre peuple demeure toujours vassalisé à ce jour. N'est-il pas ahurissant de noter que la majorité de notre peuple est délibérément réduite au silence par le tintamarre d'une minorité de la population agitée et instrumentalisée par des politiciens qui ont littéralement confisqué la souveraineté du peuple depuis le 1er juillet 1960, comme chacun le constate, de père en fils. Mais aujourd'hui, les politiciens de tous bords s'évertuent constamment pour réduire les églises au silence, sous le fallacieux prétexte que ces institutions religieuses doivent se borner à prêcher l'Évangile et doivent se cantonner au milieu du village en laissant les coudées franches aux politiciens pour qu'ils continuent de vassaliser le peuple à souhait. Solution pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa mate pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde, fidèles internautes de Plus Clair Télévision, la chaîne des vérités. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous le professeur Mpoyi Kamulayi Lumbala Tchama Nyangala, que je remercie déjà d'avoir accepté, comme toujours, de répondre à nos questions brutales de foi. Et voilà, sans plus tarder, nous allons déjà l'avoir par téléphone. Je dis bonjour, professeur. Bonjour Madame Kombe. Je suis de nouveau ravi et très honoré de me retrouver sur le plateau de Plus Clair Télévision face à votre micro encore une fois. Professeur, vous êtes déjà un habitué de nos téléspectateurs depuis 2018. Néanmoins, permettez-moi de vous présenter brièvement pour nos téléspectateurs qui nous découvrent pour la toute première fois à travers cette émission. Vous êtes professeur à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous y enseignez les droits financiers et les droits bancaires. Vous avez travaillé à la Banque mondiale depuis 28 ans. Jusqu'à la date de votre retraite, le 30 juin 2012, vous y étiez notamment président de la Société des fonctionnaires africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de 2003 à 2006. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe depuis 1977. Vous êtes le premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques. Enfin, vous êtes le fondateur de l'ASBEL, le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC, et le président du Sénac. Vous affirmez aussi que vous êtes le porte-parole de la majorité silencieuse du peuple. Parlons maintenant de l'actualité du jour. D'entrée de jeu, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous vous êtes autoproclamé porte-parole de la majorité silencieuse? Parce que d'aucuns estiment que ce titre est prétentieux de votre part. Qu'en dites-vous? Oh là là, votre question est pertinente. Mais je dois avouer que je ne m'y attendais pas du tout. Notre pays compte plus d'1 millier de partis politiques. Chacun de ces partis politiques affirme haut et fort
que leurs leaders sont les seuls Congolais qui doivent avoir voix au chapitre pour s'exprimer au nom de notre peuple. Vous savez, nous savons tous que le 20 décembre 2023, près de 60% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Ce pourcentage constitue de toute évidence la majorité écrasante de notre peuple. N'est-il pas ahurissant de noter que la majorité de notre peuple est délibérément réduite au silence par le tintamarre d'une minorité de la population, agitée et instrumentalisée par des politiciens qui ont littéralement confisqué la souveraineté du peuple depuis le 1er juillet 1960, comme chacun le constate, de père en fils. À ma connaissance, il existe dans notre pays 2 institutions formelles qui s'expriment au nom de la majorité silencieuse de notre peuple. Ce sont les églises catholiques et protestantes. Ces 2 églises qui se sont toujours placées du côté du peuple depuis la période coloniale. On se souviendra que si l'Église catholique faisait partie de la trilogie coloniale, mais ce sont les églises protestantes, en l'occurrence norvégiennes et suédoises, qui furent les premières à condamner et à dénoncer les abus que Léopold II commettait sur nos ancêtres. Mais aujourd'hui, les politiciens de tous bords s'évertuent constamment pour réduire les églises au silence, sous le fallacieux prétexte que ces institutions religieuses doivent se borner à prêcher l'Évangile et doivent se cantonner au milieu du village en laissant les coudées franches aux politiciens pour qu'ils continuent de vassaliser le peuple à souhait. En ce qui nous concerne, nous nous dévouons humblement et patriotiquement à porter la voix de la majorité silencieuse de notre peuple, parce que nous ne sommes au service d'aucun parti politique, ni à la solde d'aucun politicien. Merci beaucoup, professeur Mpoyi. Les 15 de ce mois, c'est-à-dire dans 4 jours exactement, en date d'aujourd'hui, se termine la session ordinaire du Parlement. Alors, quel bilan pensez-vous que le président de la République dressera dans les discours qu'il est tenu à faire sur l'état de la nation? Merci beaucoup, madame, pour votre question si pertinente, qui vient à point nommé. Le devoir de tenir un discours sur l'état de la nation est imposé au président de la République au terme de l'article 77 alinéa 3 de la Constitution. Chacun se souvient du contenu du discours fleuve que le président de la République avait fait devant le Parlement réuni en congrès. C'était son dernier discours de son premier mandat. C'était le 14 novembre 2023, tout juste avant l'ouverture de la campagne électorale. D'aucuns diront que c'était effectivement le lancement de sa campagne électorale. Les sujets majeurs que le président avait engagés ou avait épinglés à travers ce discours-là étaient les suivants. 1. La guerre dans l'est du pays.
2. L'insécurité à travers le territoire national. Et 3. Le bilan reluisant de son premier mandat, promettant de l'amplifier davantage si le peuple lui renouvelait sa confiance en lui accordant un second et dernier mandat, comme c'est prévu dans notre Constitution. L'inauguration du deuxième mandat du président de la République a été faite le 20 janvier 2024. Depuis lors, à ma connaissance, le président n'a adressé aucun message formel à la nation, comme l'alinéa 1 de l'article 77 lui en laisse le loisir. Le discours sur l'état de la nation est donc la seule occasion formelle qui reste au président de la République pour rendre compte au peuple sur les points essentiels qui relèvent des attributs et des pouvoirs que le peuple a dûment confiés au président de la République, tels qu'ils sont limitativement énumérés aux articles 89 à 99 de la Constitution. Le président de la République aura très particulièrement la tâche ardue d'expliquer au peuple de manière convaincante qu'il assume adéquatement la tâche qui est sa tâche primordiale de symboliser l'unité nationale, alors que l'entreprise qu'il a mise en chantier d'évacuer unilatéralement la Constitution qu'il a juré solennellement d'observer et de défendre est désormais désacralisée, ce qui met à mal l'unité de notre peuple, puisque ce n'est un secret pour personne que des voix multiples se sont élevées pour clamer haut et fort que cette initiative qui est prise par le président de la République n'est pas une initiative salutaire pour notre peuple. Le président de la République sera ce dimanche 15 décembre à Luanda, là où il va rencontrer son homologue Paul Kagame. Ils seront la tête à tête. Alors, que peut-on attendre de cette rencontre, professeur? Votre question est excellente, madame. Je voudrais y répondre en deux volets. Primo, le génocide rwandais débuta le 7 avril 1994. Il dura 3 mois. Les génocidaires furent accueillis promptement à bras ouverts, avec armes, femmes et bagages sur le territoire de notre pays. Dans ses mémoires, que sa fille vient de publier le 30 novembre dernier, Maître Kamanda Wakamanda, qui fut le ministre des Affaires étrangères de la RDC à l'époque du génocide, confirme aujourd'hui que la décision d'accueillir les génocidaires et de leur fournir les moyens de continuer à poser une menace mortelle au nouveau régime en place au Rwanda avait été dictée au gouvernement du Zaïre à l'époque par le président Mobutu lui-même contre le gré du gouvernement. Notre pays n'a jamais admis formellement cette vérité. Le premier ministre de l'époque, M. Kengo Wandondo, avait toujours imputé véhément la responsabilité de la dite décision à la communauté internationale. De son vivant, Maître Kamanda Wakamanda n'avait jamais
infirmer la version des faits telle que le clamait le Premier ministre de l'époque, M. Kengo Andondo. Secondo, c'est pour neutraliser la menace constamment posée au régime de Kigali par la présence par la présence des génocidaires sur les territoires congolais que le Rwanda instrumentalisa ostensiblement Mosé Kabila. On sait qu'à l'époque, il était un tenancier de bar en Tanzanie. Le Rwanda l'instrumentalisa donc, elle l'imposa à la tête de la rébellion de l'AFDL, qui marcha en un temps record sur Kinshasa pour chasser Mobutu du pouvoir. Il a fallu donc plus de 30 ans pour que notre peuple voie maintenant clairement les enjeux réels de l'implication du Rwanda dans la guerre qui ravage notre pays depuis plus de 30 ans. Ce ne sont donc ni le pillage des minerais de la RDC, ni le dessein occidental de balkaniser notre pays qui sont les enjeux et la cause de cette guerre. Il faut tout simplement recourir à un bon usage de notre intelligence individuelle et collective surtout, pour admettre que les mensonges que nos leaders nous ont délibérément forcés à croire durant 30 ans sont maintenant exposés très clairement parce que la rencontre qui aura lieu ce dimanche entre le président Tshisekedi et le président Kagame n'est nullement dictée par la montée en puissance de l'armée congolaise. Elle est donc de toute évidence le résultat des efforts de la communauté internationale qui ne peut absolument poursuivre concomitamment deux objectifs contradictoires, à savoir balkaniser la RDC et piller ses ressources naturelles. Et donc, face à cette donne, où se trouve notre intelligence? Est-ce que nous en faisons le bon usage? N'est-ce pas la communauté internationale, grâce à elle, que la guerre de 1998 n'avait point abouti à la désintégration effective de notre pays? Qui ne se souvient pas que, à la suite de la guerre du 2 août 1998, notre pays était littéralement scindé en deux parties. La partie qui était contrôlée par les forces gouvernementales, appuyée notamment par l'Angola et d'autres pays tels que le Zimbabwe, etc., et la partie qui était aux mains des rebelles, du MLC et du RCD, qui était appuyé par le Rwanda et l'Ouganda. Et donc la fin de la partition de notre pays, telle qu'elle a été consacrée par le fameux dialogue global inclusif, dont nous savons tous ce qui a été le facilitateur, et dont nous savons tous où ce dialogue s'était tenu à Sun City, en Afrique du Sud, était franchement l'œuvre de la communauté internationale. N'est-ce pas la communauté internationale qui maintient la MONUSCO à pied d'œuvre malgré les requêtes incessantes de nos politiciens depuis l'époque du président Kabila jusqu'à ces jours,
malgré leurs requêtes incessantes pour que la MONUSCO dégage. Monsieur Joe Biden, le président des États-Unis, vient d'effectuer une visite à Luanda, la première visite du président américain en Afrique depuis la dernière tournée présidentielle faite par Barack Obama en 2013. De nombreux compatriotes ont déploré le fait que le président Biden n'a pas effectué cette visite à Kinshasa, mais s'est rendu plutôt à Luanda. Alors que la principale source de minerais qui seront évacués sur les corridors de Lobito proviendront bien sûr de la République démocratique du Congo. Cette plainte est-elle légitime, professeur? Oui, madame. Encore une excellente question. Vraiment, vous maîtrisez l'art de poser des questions très pertinentes. Oui, nos compatriotes, y compris ceux qui comptent parmi les plus sophistiqués d'entre nous, n'appréhendent les faits qu'à travers les analyses sensationnalistes que les journalistes déversent sur le marché de l'information et qui sont propagées très rapidement sur les réseaux sociaux. La période de la guerre froide est certes révolue. Comme de nombreux pays qui étaient formellement alignés sur le bloc occidental ou sur le bloc soviétique, le démontre actuellement. Le corridor de Lobito est un projet économique dont le coût estimatif est de plus d'1 milliard de dollars. La Banque africaine de développement finance ce projet à hauteur de 500 millions de dollars, tandis que l'Angola à hauteur de 400 millions de dollars et la RDC à hauteur de 100 millions de dollars. Sur quelle base rationnelle voudrions-nous que le président des États-Unis ait pu choisir de venir pour ce projet à Kinshasa plutôt qu'à Luanda? D'autre part, nous savons que la rentabilité économique de ce projet a fait l'objet d'études très sérieuses. La distance entre Kolwezi et le port de Lobito, qui va servir de nouvelle voie d'évacuation de nos minerais, et presque la moitié de voies traditionnelles qui sont utilisées aujourd'hui pour évacuer notre production minière par la voie terrestre à travers l'Afrique du Sud ou par la Tanzanie. Et donc, la réduction de temps de transit en utilisant la voie le corridor de Lobito réduira les coûts de transaction. Et notamment, le temps de transit sera réduit de moitié. Aujourd'hui, ce temps est de 40 jours, de part et d'autre, soit en allant vers la Tanzanie ou en allant vers l'Afrique du Sud. Et de toute évidence, le Congo a tout à gagner. Mais lorsque des personnes qui ne mettent simplement les sentiments en avant, ils vous parleront de la voie nationale, ils vous parleront de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la rentabilité économique. Et rassurez-vous, bon, j'ai travaillé pendant longtemps à la Banque mondiale, donc je sais un peu de quoi je parle. Il n'y avait aucune raison économique pour justifier que le président des États-Unis vienne au Congo.
Il n'est pas venu au Luanda juste pour faire du tourisme ou pour les beaux yeux des Angolais. Il est venu là-bas parce que il y a des intérêts économiques en jeu très clairs, et ces intérêts économiques qui sont en jeu vont bénéficier à notre pays. Professeur, quelle est votre position, quel est votre commentaire par rapport au soutien de la CDC pour le changement de la Constitution? Nous avons vu plusieurs constitutionnalistes, plusieurs professeurs soutenir la démarche. Oui, Madame Combé, votre question m'embarrasse parce que vous me demandez de parler de mes collègues qui enseignent comme moi à la faculté de droit de l'UNIKIN. J'ai été formé dans notre pays, à l'université Lovanium et ensuite à l'UNASA, ainsi que dans des universités étrangères, notamment en Belgique, à Leuven, en France, à l'université de Strasbourg et aux États-Unis, à l'université de Yale. J'ai aussi longuement travaillé à la Banque mondiale. Dans chacune des dites institutions, il est quasiment proscrit de parler négativement de ses collègues, surtout sur la place publique. C'est pourquoi j'ai dit au début de ma réponse que votre question m'embarrasse au plus haut point. Malheureusement, chacun de mes collègues que vous avez cités occupe des fonctions éminemment politiques. Dans les pays que je viens de mentionner, c'est-à-dire la Belgique, la France, les États-Unis, les professeurs qui s'investissent à temps plein dans l'exercice des fonctions politiques se mettent généralement en position de détachement de l'exercice de leurs activités académiques. Cette exigence sert avant tout de garde-fou pour éviter les conflits d'intérêts qui sont très patents, comme c'est dans le cas d'espèce. C'est totalement l'inverse qui se pratique ici chez nous, où des professeurs d'université deviennent des propagandistes professionnels très zélés pour le compte de leur parti politique. Ceci étant dit, en tant que patriote, l'intérêt supérieur de notre pays exige que je réponde sans aucun détour à votre question. Chacun de nous se souvient que les velléités de réviser la Constitution ne datent pas d'aujourd'hui. La Constitution a été effectivement révisée en 2011 pour des raisons purement électoralistes qui n'avaient échappé à personne. En 2015, des velléités de réviser la Constitution avaient suscité des positions tonitruantes radicalement différentes dans les chefs de chacun de mes collègues que vous avez mentionnés. Aujourd'hui, chacun des 10 collègues soutient radicalement le contraire de ce qu'il avait lui-même soutenu contre vents et marées en 2015. Face à nos étudiants, cette versatilité et cette volte-face soulèvent un problème de crédibilité scientifique fondamental. Je n'invente rien, vous suivez la presse, vous voyez ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
il y en a beaucoup qui remettent en cause cette crédibilité scientifique de mes collègues. Parce que en science et dans la science juridique, c'est pour ça que nous l'appelons science juridique. Ce n'est pas un domaine où la vérité peut changer du jour au lendemain. En ce qui me concerne, c'est depuis l'époque de la conférence nationale souveraine que je dénonce les procédés et les tactiques que les politiciens qui nous dirigent depuis le 1er juillet 1960, toutes catégories confondues, utilisent pour vassaliser notre peuple. Depuis la loi fondamentale de 1960, la Constitution de Louis-Bourg de 1964, les constitutions dictatoriales du régime du parti-État, les régimes constitutionnels transitoires de 1992, les textes constitutionnels transitoires de 1997 à 2003 et la Constitution actuelle de 2006, ce sont toujours des politiciens qui se coalisent pour produire des constitutions destinées à vassaliser notre peuple plutôt qu'à l'affranchir du joug du système léopoldien d'oppression et de prédation sous lequel notre peuple demeure toujours vassalisé à ce jour. C'est donc pour nous affranchir collectivement de cette vassalisation que notre peuple doit agir par référendum pour établir une assemblée constituante. Professeur, quel commentaire faites-vous par rapport aux propos tenus par Jean-Pierre Bemba dans son interview du 4 décembre 2024, mais aussi la riposte musclée de la Senko? Sur la base de votre question, madame, il me semble qu'il y aurait une cacophonie au sein du MLC concernant l'évacuation de la Constitution que le président de la République a mise en chantier. Si votre question est véridique, c'est-à-dire si les bases de votre question sont fondées, une telle cacophonie ne sera qu'une preuve supplémentaire de ma conviction selon laquelle les politiciens qui nous dirigent ne poursuivent nullement l'intérêt du peuple, mais plutôt la pérennisation de la vassalisation du peuple. Sinon, comment quiconque peut-il expliquer qu'un cadre du MLC soit en mesure de contredire une position qui a été énoncée très clairement, à haute et intelligible voix, sur la radio Top Congo, par le fondateur du MLC lui-même en personne. Dans la même interview, Jean-Pierre Bemba tenait des propos auxquels Monseigneur Cholet, secrétaire général de la Senko, a promptement répliqué. Il s'agit notamment de la somme de 1 million de dollars que le chef de l'État a donné à l'Église catholique pour réaliser une œuvre sociale dont la concrétisation ne s'est pas matérialisée. Oui, madame. J'ai lu intégralement le communiqué publié par la Senko en ce qui concerne l'interview que le Premier ministre avait donnée et où il a fait ses accusations, lancé ses accusations contre l'Église catholique. Monseigneur Rocholet y a tout dit. Primo, nous devons tous savoir que remettre des fonds publics à l'Église catholique pour qu'elle réalise des œuvres d'utilité publique n'est pas une chose nouvelle. C'est une longue tradition qui remonte à l'époque coloniale. Il ne s'agit donc nullement d'une quelconque magnanimité du président de la République,
ce qui nous ramènerait d'ailleurs très tristement à l'époque dictatoriale du parti-État, de très triste mémoire. Secondo, si un des diocèses qui ont reçu les fonds publics les aurait dilapidés, les responsables diocésains à qui de telles dilapidations seraient imputés devront être poursuivis conformément à la loi. Monseigneur Chollet a affirmé cette position très formellement dans son communiqué ou dans le communiqué de la Synco. Par ailleurs, il faut savoir que les gestionnaires des fonds au sein de l'Église et dans les diocèses sont souvent des laïcs et que ces laïcs ne sont pas au-dessus de la loi. Et donc, ils sont poursuivables selon les règles qui s'appliquent en la matière. Les dispositions particulières de la loi cadre ou des accords cadres qui ont été signés entre le Vatican et notre pays consacrent des procédures particulières pour la poursuite des membres de la hiérarchie catholique, en particulier les évêques. Et donc, il faudrait pas créer de l'amalgame pour prétendre que les évêques agissent impunément ou seraient au-dessus de la loi. Les procédures appropriées existent pour poursuivre, suivant la procédure établie dans la Convention des évêques qui auraient commis des infractions à la loi. Donc, j'ai tenu, en tant que juriste d'abord, et en tant que chrétien catholique pratiquant, à faire ces observations. Je vous remercie. Je pense que cette qualification est triste. Je dirais même déplorable. Car les prélats catholiques ne sont pas des politiciens en soutane, qui dans ce pays peuvent feindre d'ignorer leur rôle actif que nos prêtres catholiques ont toujours joué depuis l'époque coloniale aux côtés du peuple. J'en sais personnellement quelque chose parce que de 1956 à 1960, mon papa était un fonctionnaire au service de la météorologie et de télécommunications à l'Uebo. À ce titre, il recevait, parce que à l'époque, les deux services dans la localité de l'Uebo étaient entre ses mains. Il faisait la météo et la transmission des messages télégraphiques. Et il m'a raconté ça quand j'étais devenu en âge de comprendre les choses. Et donc, de par cet exercice professionnel, il recevait des messages qui étaient hautement confidentiels parce que c'est lui qui était l'opérateur des télégraphes. Il le passait régulièrement à Monseigneur Kongolo, d'heureuse mémoire, le contenu des messages télégraphiques émis par les services administratifs coloniaux. Chacun sait que à cette période-là, les Belges avaient été jouer un rôle instrumental, un rôle clé pour promouvoir la zizanie entre les Baluba et les Loulois au Kasaï. Les communications secrètes que mon papa
livrés à Monseigneur Nkongolo contribuèrent notamment à faciliter l'organisation et à coordonner cette organisation de l'exode des Baluba du Kasaï occidental vers le sud Kasaï. Que dire du concours d'autres nombreux jeunes prêtres de l'époque, dont le cardinal Malula, encore jeune abbé à l'époque, et de tous ses successeurs sur le siège cardinalice. On sait que chacun des successeurs du cardinal Malula n'a jamais été en odeur de sainteté ou ne filait pas le parfait amour, comme qui dirait, avec les différents présidents de leur temps. Et donc, je pense pour ma part que nous devons tous saluer l'engagement de l'Église catholique au service de notre peuple, quelle que soit la couleur des politiciens, quand ils sont au pouvoir ou quand ils basculent dans l'opposition, comme c'est présentement le cas. Professeur Pouy, quelle est l'évolution de la pétition salvatrice et nationaliste du Sénat concernant les changements de la Constitution? Vous avez tenu une conférence de presse au centre pastoral Lindongue le 21 novembre dernier, au cours de laquelle vous avez expliqué largement les tenants et les aboutissants de la pétition du Sénat. Alors, pour une assemblée constituante, dites-nous, soit dites aux téléspectateurs, la divergence fondamentale qui existe entre la voie que RAREC recommande et celle que le président de la République a choisi à suivre. Oui, madame. Quelle est la différence ou la divergence fondamentale entre la voie que le président entend suivre et les propositions et la voie que préconise RAREC pour mettre en place une assemblée constituante? Je vais y répondre de la manière suivante. Les politiciens qui nous dirigent sont quasiment tous en politique depuis le 1er juillet 1960, de leur chef ou du chef de leurs parents. Les mêmes individus qui ont été au service de Mobutu ou de Kabila père et de Kabila fils se sont mis promptement, sans aucun état d'âme, au service du président Tshisekedi, qui les a accueillis aussi lui-même à bras ouverts et sans aucun état d'âme non plus. Un adage français résume cet état de choses en 4 simples mots. Qui se ressemble, s'assemble. Par conséquent, confier à ceux qui se ressemblent la grande tâche patriotique de confectionner une constitution destinée à affranchir le peuple, c'est tout simplement l'équivalent d'introduire un loup dans la bergerie. En d'autres termes, on ne peut pas demander aux politiciens actuels ou à leurs commanditaires de scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. C'est tout à fait simple. Voilà pourquoi nous disons
que une commission de révision constitutionnelle comprenant des experts, quelle que soit l'immensité de leur expertise ou de leur savoir, ne peut en aucune manière représenter le peuple ni remplacer le peuple. Par ailleurs, il n'existe aucune disposition constitutionnelle qui confère au président de la République le pouvoir d'établir de son propre chef une commission de révision constitutionnelle parce que les prérogatives que la Constitution attribue au président de la République sont limitativement énumérées aux articles 69 à 89 de la Constitution. Par contre, la pétition du Sénac vise à nous affranchir tous du joug du système léopoldien d'oppression et de prédation sous lequel nous trimons aujourd'hui, d'une manière qui est pire encore, comparativement à celle de l'époque de ma propre jeunesse ou celle de la jeunesse de mes parents. En effet, lorsque nous considérons la situation que notre pays vit depuis les 64 dernières années, ça n'a aucune commune mesure avec la situation que nous avons connue à l'époque de l'indépendance ou avant l'indépendance, parce que moi j'avais 10 ans à la date de l'indépendance. Les petits blancs au Kasaï, où j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans, nous ne connaissions pas la situation de l'apartheid. Il existait des écoles, des athénées interraciaux. À Luebo, nous jouions avec les petits blancs. C'était nos copains. On jouait aux billes ensemble. Donc, la situation de notre pays est dramatique. La réécriture de la Constitution, nous sommes d'accord avec le président là-dessus. Parce que l'ordre établi, l'ordre social et politique qui est établi dans cette Constitution est un ordre injuste. Et cet ordre ne peut pas être changé par une commission. Le référendum que nous demandons dans la pétition de l'AREC, ce n'est pas pour que des individus écrivent une constitution qui va être présentée au peuple. C'est le peuple réuni en assemblée constituante qui va écrire lui-même sa constitution, une constitution pour le peuple, par le peuple. C'est ça toute la différence. Une commission de... Combien de signatures avez-vous récoltées à ces jours? Un travail qui arrive à compte-gouttes, comme on dit, une goutte, un seau se remplit, une goutte d'eau à la fois. Alors, combien de signatures avons-nous récoltées à ce jour? À ce jour, 450 braves patriotes. Parce que pour signer la pétition, au tout début, il faut vaincre la peur. Donc, 450 patriotes ont vaincu la peur
et ont signé la pétition du Sénac à ce jour. Leurs noms sont déjà inscrits sur le palmarès des braves patriotes. Chaque signataire recevra un certificat de bravoure patriotique qui symbolisera à jamais son implication personnelle dans le mouvement de mobilisation patriotique pour stopper la guerre ici et maintenant, afin de transformer la RDC en Eldorado africain. Donc, tout ce que nous avons entrepris, et vous savez, quand commence n'importe quel engin que vous pouvez prendre, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'un bateau ou d'un avion, quand l'avion quitte le tarmac, il avance à petits pas. Et lorsque il prend l'élan pour son envol, il va lui prendre encore quelque temps, qui peut paraître un temps infini quand vous êtes dans l'avion, pour atteindre la vitesse de croisière. Il en va de même pour les bateaux. Il en va de même pour le vélo. Et donc, le travail de collecte des signatures est un travail qui est en cours. La progression, au départ, a été nécessairement une progression arithmétique. Nous sommes maintenant en phase de progression géométrique. Et vous imaginez bien que nous atteindrons bientôt la phase de progression exponentielle qui va nous permettre de collecter ou de récolter les 100 000 signatures minimum qui sont exigées par l'article 218 de la Constitution. Mais nous espérons aller, et nous devons aller bien au-delà de 100 000 signatures, parce que vous imaginez bien, comme le président le dit lui-même, si l'ordre établi par cette Constitution est un ordre unique, cet ordre doit être changé. Et la majorité de nos compatriotes triment. Et vous êtes parmi cette majorité. Et donc, la pétition du Sénac s'adresse à vous. C'est votre opportunité pour vous exprimer. La majorité des peuples congolais que nous représentons doit avoir le courage de s'exprimer. Et c'est à travers cette pétition que vous allez faire entendre votre voix. Nous, et c'est pour ça que nous nous appelons porte-parole de la majorité silencieuse, et votre parole sera portée par votre signature sur la pétition. Parce que lorsque vous vous serez exprimé, alors les politiciens entendront votre voix. Et votre voix, il ne faut plus la laisser étouffer par les extrémistes et les fanatiques des partis politiques. Parce que, comme nous le savons tous, les extrémistes et les fanatiques des partis politiques ne constituent pas la majorité de notre peuple. Alors, comment faire pour ajouter son nom sur le palmarès, bien sûr, du signataire de la pétition du Sénac? Eh bien, c'est très simple pour devenir brave patriote en tant que signataire de la pétition du Sénac. Il suffit d'envoyer un simple message WhatsApp
un simple message WhatsApp de votre propre, comme vous le souhaitez, au numéro de téléphone ci-après. Plus 243 859 373 947. Je répète, plus 243 859 373 947. Je vais citer maintenant les chiffres un à un pour vous permettre de bien les noter. Le signe plus pour ceux qui sont en dehors du pays. 2, 4, 3, 8, 5, 9, 3, 7, 3, 9, 4, 7. Je répète encore une fois. Plus 2, 4, 3, 8, 5, 9, 3, 7, 3, 9, 4, 7. Voilà, envoyez un message nous serons très ravis de vous inclure parmi les braves patriotes qui ont vaincu la peur. Et croyez-moi, lorsque vous aurez vaincu la peur, vous aurez immensément contribué à la libération de notre pays et à la transformation de ce pays en Eldorado africain. Nous devons cesser de nous plaindre et de nous considérer comme les damnés de la terre. Nous devons prendre conscience que des pays qui sont aujourd'hui à la tête de l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, avait connu pire, c'est-à-dire la majorité de nos frères noirs d'Afrique du Sud. Le Nigeria, il a été comme nous. Il a connu autant, si pas plus, de chefs, des coups d'État que notre pays n'en a connu. Il a connu la sécession du Biafra. Il a du pétrole à gogo et d'autres matières premières. Le Nigeria a construit une capitale à partir de zéro. Ils sont devenus indépendants 2 mois ou 3 mois après nous. L'Angola voisine, elle a connu pire que nous dans sa lutte pour conquérir son indépendance. Elle a conquis cette indépendance 15 ans après nous. Elle a connu une guerre civile atroce qui a duré près de 20 ans. Et nous, le Zaïre, nous avons été impliqués dans cette guerre. Nous avons servi de base arrière à Roberto Alden et à Jonas Savimbi. Donc, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous considérer comme les damnés de la terre.
Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas continuer à répéter comme des perroquets que c'est l'Occident qui est la cause de notre misère à cause de l'immensité de nos richesses. C'est faux. La communauté internationale est intervenue dans les conflits que les politiciens ont générés depuis le jour de l'indépendance. La première intervention des Nations Unies au monde a été pour sauver et maintenir l'intégrité territoriale du Congo. Le secrétaire général d'Aka Marshall a été tué dans un accident d'avion au Congo. La communauté internationale a fait que le Congo soit un, comme nous sommes aujourd'hui, parce que le Congo était scindé littéralement en deux. Entre 1998 et 2003. Cessons, mes très chers compatriotes, de continuer à gober les mensonges des politiciens. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin, professeur? Le mot de la fin, eh bien, je commencerai d'abord par vous remercier infiniment, chère Madame Combé, de m'avoir donné et m'avoir tendu encore une fois votre micro pour nous permettre de partager avec notre peuple tout ce que nous avons entrepris avec le concours bénévole de tous les acteurs de la renaissance du Congo pour contribuer à stopper la guerre qui continue d'infliger la mort et la désolation parmi nos frères et nos sœurs qui vivent dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. De tout temps, la politique divise les enfants de Dieu et le peuple des nations à travers les actions et les actes que posent les politiciens. Par contre, la prière est le dénominateur commun qui est seul susceptible de nous rassembler et de nous réunir en tant qu'enfants de Dieu à travers l'œuvre de prédication de la bonne nouvelle du salut qui est annoncée à tous par l'entremise de ministres de Dieu, qu'ils soient des imams, des kimbanguistes, des pasteurs, des prêtres, des rabbis ou des salutistes. Tous sont au service du peuple de Dieu. Le dimanche 1er décembre 2024, je me suis senti personnellement et directement interpellé au plus profond de mon cœur par l'exhortation que le président de la République a lancée publiquement à l'Église catholique de dire des messes sur l'ensemble du pays pour que la guerre de l'Est finisse miraculeusement par l'intercession de la bienheureuse Anouarité. Si d'autres catholiques sont tentés de minimiser, voire même de ridiculiser cette exhortation du président de la République,
en ma qualité de catholique pratiquant. Je me suis engagé promptement à sensibiliser les personnes de toutes les confessions religieuses, ainsi que les hommes et les femmes de bonne volonté, croyants et non-croyants, pour que nous fassions monter nos prières en unisson vers notre Père céleste, afin qu'il nous accorde le discernement dont chacun de nous, absolument chacun de nous, a besoin pour que nous œuvrions ensemble pour sauvegarder l'unité de notre nation, restaurer la paix sur l'ensemble de la RDC et faire respecter la souveraineté de notre peuple par tous les politiciens qui doivent se mettre au service du peuple au lieu de continuer à le vassaliser en l'assujettissant à leur volonté et à leur service. Ce n'est pas un secret pour vous, chère Madame Combé, car vous savez que j'ai moi-même rédigé une prière pour la paix dans l'Eldorado africain. Nous récitons pieusement la dite prière avant de commencer chaque manifestation que RAREC organise. Parce que la politique divise le peuple, c'est par la prière que le peuple retrouvera l'unité que nous avons perdue. Que Dieu nous y aide. Merci beaucoup, Madame, comme toujours, de me prêter votre micro pour nous permettre de nous adresser à notre peuple, qui a besoin d'entendre un autre son de cloche que le brouhaha dont nous sommes tous ressassés quotidiennement par les politiciens qui n'ont fait que pérenniser le système léopoldien d'oppression et de prédation tout au long de ces 64 dernières années de notre indépendance. Merci, chers compatriotes, pour m'avoir suivi et nous comptons sur chacun de vous pour que nous puissions œuvrer ensemble afin que notre pays, ce beau pays dans lequel le Seigneur Tout-Puissant nous a placés sans aucun mérite de notre part. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était là le professeur Pouika Moulaye Tchamanyanga aux États-Unis. On se retrouve à très bientôt, toujours sur Picard Télévision, la chaîne des vérités. Au revoir.